Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive à Cotonou au Bénin avec le président de la République, Patrice Talon. Avec moi pour vous interviewer, Monsieur le Président, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Boisbouvier. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, pour la première fois cette année, le Bénin a été frappé par une attaque djihadiste. C'était en mai dernier, dans le parc de la Pandjari, près de la frontière du Burkina Faso. 2 touristes français avaient été kidnappés, leur guide béninois avait été tué. 6 mois après, alors que les attentats se multiplient au Burkina Faso notamment, est-ce que vous êtes inquiet et est-ce que des mesures ont été prises pour assurer la sécurité du territoire béninois ? Cet événement malheureux est déjà derrière nous. Même si la situation sécuritaire globale dans la région demeure très préoccupante. Nous avons, de manière à l'intérieur du pays, de manière locale, pris les dispositions nécessaires pour prévenir et empêcher ce genre de choses. Il n'en demeure pas moins que la sécurité de la sous-région demeure une préoccupation globale de tous les pays de la sous-région, d'autant que les événements de ces derniers jours montrent bien que la riposte nous interpelle encore, la riposte efficace. Nous ne manquerons pas de faire face à cela, c'est en cours, les mesures sont en cours, avec les pays globalement concernés et la communauté internationale. Nous sommes en train de prendre les dispositions qu'il faut pour faire face de manière énergique à cette situation. Avec la communauté internationale, vous dites, et on se souvient lors de votre première visite officielle à Paris, juste après votre élection en 2016, vous avez dit, voilà, le Bénin manque encore de compétences, je viens vous demander l'aide de la France. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus de compétences et est-ce qu'après les événements terribles du mois de mai, vous avez renouvelé votre demande d'aide auprès de Paris, de Washington ? Vous savez, la lutte contre l'insécurité de ce genre, le terrorisme, ne sera jamais une affaire d'un pays tout seul. Qu'on s'appelle le Bénin, le Burkina ou les États-Unis ou la France, c'est une stratégie collective. Et en cela, le besoin de compétences reste d'actualité, et même au-delà des compétences internes. Et c'est bien pour ça que nous évoquons chaque fois la nécessité d'une collaboration globale qui implique l'international. Nous ne faisons pas l'illusion que chacun, seul dans son coin, est capable d'éradiquer le terrorisme qui aujourd'hui envahit le monde et qui, dans les régions où la riposte n'est pas suffisamment organisée, s'infiltre et s'étend. Et récemment, est-ce que des cellules terroristes ont été démantelées? Est-ce que des attentats ont été déjoués au Bénin? Non, nous avons une politique de veille et de surveillance des mouvements, des tentatives éventuelles globalement dans notre région. Et chaque pays contribue à faire cette veille par les renseignements. Et je peux vous dire que ce qui peut être déjoué dans un pays ou dans l'autre relève d'une stratégie globale, d'une coopération globale. Et je ne peux pas vous dire qu'il y a eu des actions planifiées concrètes sur le territoire béninois qui ont été déjouées, mais nous sommes dans une stratégie globale qui fait qu'il y a beaucoup de choses, d'actions prévues qui sont déjouées au plan sous-régional. Alors un autre sujet de sécurité, c'est la piraterie. Il y a quelques jours, 9 marins étrangers ont été pris en otage au large du port de Cotonou. Alors, des questions très concrètes. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Est-ce qu'on sait qui sont les pirates? Et est-ce que des mesures concrètes ont été prises pour éviter que cela se produise à nouveau? Oui, la piraterie dans le golfe de Guinée est une situation malheureusement récurrente qui date de plusieurs décennies. C'est une situation qui nous préoccupe, pour laquelle nous avons beaucoup évolué dans la lutte. Et je peux vous dire que, contrairement à ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, nous avons beaucoup évolué dans la maîtrise de nos eaux, de la lutte contre cette piraterie qui est économique.
Et ce qui s'est passé il y a quelques jours montre bien qu'on n'est jamais à la fin de la lutte contre le terrorisme, la piraterie et consorts. Nous avons pris des mesures nouvelles. Je ne dirais pas que nous avons baissé les bras parce que nous étions dans une situation de maîtrise de la piraterie, mais depuis hier, et notamment depuis le Conseil des ministres d'hier, nous avons pris de nouvelles mesures plus hardies, plus vigoureuses, plus coûteuses, mais pour sécuriser davantage notre côte et la zone concernée. La piraterie dans le golfe de Guinée qui concerne le Nigeria, le Bénin, le Togo, est une situation qui nécessite la coopération de tous les États voisins qui sont concernés. Nous avons des rencontres dans les tout prochains jours et nous sommes certains d'éradiquer complètement cette situation dans quelques jours. Nous sommes en train de faire un investissement de surveillance satellitaire et par des caméras de la côte. C'est un déploiement d'équipements coûteux. Nous y sommes déjà engagés et dans quelques mois, le Bénin sera doté d'équipements, d'un dispositif de surveillance très efficace que personne n'a encore dans la sous-région. Mais comme pour nous, c'est vital, nous sommes engagés dans cet investissement. Et où sont les otages, vous savez? Sont-ils en vie? Nous avons les renseignements, mais je ne serai pas en mesure de vous donner les détails des renseignements dont nous disposons. Mais nous avons quelques informations sûres sur ce qui s'est passé et ce qui se passe. Monsieur le Président, cette année a été marquée par une grave crise politique et par des violences meurtrières. Les législatives se sont déroulées en l'absence des partis de l'opposition et le 28 avril, 3/4 des Béninois se sont abstenus à ces élections législatives. C'est un record. Est-ce que cela n'a pas été pour vous un désaveu? Je veux bien vous l'entendre dire ainsi, désaveu. Désaveu par rapport à quoi? Par rapport à la réforme du système politique ou par rapport à mon action globalement, au plan économique, au plan social, au plan sécuritaire, au plan éducationnel? Alors, un désaveu, je ne pense pas, je ne fais pas cette lecture. Vous savez que j'étais encore en exil quand la précédente législature parlementaire, en son installation, a décidé de consacrer la législature à la réforme du système partisan. Nous sommes dans un pays où la vie politique, l'animation de la vie politique par les partis politiques est devenue une caricature, où plus de 200 partis politiques se partagent les sièges au Parlement, dans les mairies, et constituent l'interlocuteur du pouvoir exécutif. Quand un pouvoir exécutif doit avoir 200 groupes politiques comme interlocuteurs, vous imaginez comment c'est difficile. Et avant, même quand mon arrivée, la classe politique dans son ensemble avait déjà décidé de s'attaquer à ce phénomène. À mon arrivée, j'ai dit haut et fort que la réforme du pays s'imposait sur tous les plans, y compris sur le plan politique. Les lois qui ont été votées pour réformer le code électoral, pour réformer la charte des partis politiques, ont été des lois qui ont été votées par le Parlement sortant. Celui qui était là, les députés qui étaient en place avant mon arrivée, c'est eux qui ont voté les lois en question. Mais dans la mise en œuvre de ces lois, comme on a pu le constater, il s'est posé quelques problèmes. Tout le monde n'a pas été en mesure de satisfaire les exigences de la loi. Les lois ont mis la barre, il faut l'avouer, un peu haut pour contraindre. Vous le regrettez peut-être un petit peu? Non, je ne peux le regretter parce que c'était une bonne chose. Mais je trouve que la classe politique et les groupes politiques n'étaient pas suffisamment préparés à satisfaire les exigences qu'eux-mêmes ont fixées. Ça a pu donner donc lieu à des controverses, sur quoi nous avons assisté. Mais vous savez, quelles sont les réformes constructives, réparatrices, qui n'engendrent pas des heurts et des controverses?
C'est pour cela que la pertinence de la réforme, peut-être, on peut le dire, a été confirmée par les difficultés que nous avons eues à mettre ça en œuvre sans histoire. Mais c'est derrière nous. Alors, ce qui n'est quand même pas totalement derrière vous, vous avez parlé des heurts, il y a eu des violences meurtrières, très rares, presque sans précédent dans le pays. Votre ministre de l'Intérieur a admis que les forces de sécurité avaient utilisé des armes létales. Amnesty International affirme qu'il y avait au moins 4 morts, qu'il y a eu au moins 4 morts, pardon. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, officiellement, parce que le gouvernement n'a jamais exprimé sa position, combien il y a eu de morts lors de ces troubles? Il y a eu des morts. Il y a eu combien, des morts, Monsieur le Président? Je peux vous l'affirmer. Nous avons déploré cela, autant que les dégâts sur les biens, les équipements, les individus. Et cette situation globale qui nous a fait tant de tort est la manifestation de ce que, au Bénin, ce genre, dire la vie politique, a un impact sérieux sur le comportement des Béninois. Et c'est ce qui a justifié d'ailleurs le dialogue politique que j'ai organisé tout récemment pour mesurer notre capacité à nous adapter aux réformes que nous voulons nous-mêmes et les planifier dans le temps, afin que ça ne gêne pas sur une chose. Vous savez, les nations, dans l'histoire des nations et des peuples, il y a ce genre d'événements qui ponctuent l'évolution sociopolitique. Même si elle peut être regrettable, on dit, comme on dit souvent, la controverse et la nécessité de réconciliation sont parfois favorables aux retrouvailles. Et à l'occasion de ces retrouvailles, on aborde des sujets pour aller même au-delà de l'objet de la controverse. Mais je vous demandais juste une question factuelle, précise. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a eu de morts lors de ces affrontements regrettables, comme vous le dites? Le procureur de la République et le ministère de l'Intérieur ont annoncé qu'il y a eu environ 4 morts. Ça, vous savez, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qu'on appelle des chasseurs qui ont été mobilisés à l'intérieur et à l'extérieur du pays par des acteurs politiques. Et des chasseurs qui ont tiré avec des armes sur les agents de sécurité, sur les militaires, sur les policiers et même sur les civils. Et parfois, la riposte de protection du bien public et de protection de soi a amené certains agents de sécurité à faire face au tir de ces chasseurs. Alors, les dégâts que ça a pu causer au plan humain, dans un cas ou dans l'autre, parfois pour dissimuler leur action, certains sont partis avec leurs blessés. Parce que quand vous tirez sur les forces de l'ordre et qu'ils ripostent, pour ne pas laisser des traces de qui vous êtes, les gens partent parfois avec leurs blessés. Non, nous avons, en estimant que les dégâts qui ont pu être causés ici et là, je confirme que le nombre de morts pourrait atteindre le chiffre de 4. C'est possible, oui. Parmi ces 4 morts, Monsieur le Président, il y a un cas qui a ému beaucoup de Béninois, c'est celui de Prudence Amoussou. C'est une mère de famille, oui. 7 enfants. Selon Amnesty, elle a été tuée d'une balle tirée dans le dos, mais officiellement, elle est morte des suites d'une maladie. Est-ce qu'au-delà du non-lieu qui a été prononcé par un juge le 24 octobre dernier sur un certain nombre de cas, qu'est-ce que vous dites à la famille de Prudence Amoussou aujourd'hui? Et est-ce qu'une enquête indépendante peut être mise en place? Monsieur Babouvier, ce n'est pas face à vous que j'ai adressé un message à la famille de cette dame. Vous savez, c'est une situation difficile pour nous, que les forces de l'ordre ont géré avec beaucoup de difficultés. Quand des groupuscules de gens mettent le feu à la ville, peu de gens circulent avec des cocktails Molotov, avec des armes. Vous voulez que l'armée et la police croisent les bras et les laissent faire? Alors, le contrôle de cette foule
a pu, comme je viens de le dire, générer quelques dégâts du genre humain. Et cela, bien que ce soit regrettable, il n'est pas de ma responsabilité de dire que cet événement à lui seul, c'est-à-dire cette victime qui est certes émouvant, suffit pour cristalliser toute l'attention éternellement. Bien sûr, mais c'est une victime. Ne faut-il pas une enquête indépendante sur ce cas particulier, par exemple? Mais les enquêtes ont eu lieu. Moi, j'ai reçu, le ministre de la Justice m'a rendu compte. La difficulté qu'il y a, c'est est-ce que ce n'est pas par bavure que c'est arrivé? Est-ce que la riposte n'a pas été mal adressée? Alors, il faut pouvoir identifier par qui cette riposte s'est faite, comment elle a été adressée pour que quelqu'un soit abattu. Est-ce que aussi ce ne provient pas des chasseurs qui également ont fait usage d'armes à feu? Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'au-delà du cas, ce qui s'est passé relève d'une responsabilité globale de nous tous, et il n'y a pas une victime toute particulière qui, à elle seule, symbolise ou doit cristalliser l'attention. Et vous prenez votre part de responsabilité? Tout à fait, comme la plupart des Béninois. Je suis le premier responsable aujourd'hui des forces de sécurité, je suis le premier responsable en matière de maintien de l'ordre, et toutes les fois qu'il y a des dérapages, qu'il y a une foule, un groupuscule de gens qui s'attaquent à leurs semblables, à leurs autres concitoyens, je suis le premier à assumer la responsabilité, dans un cas ou dans l'autre. Alors, la semaine dernière, le Parlement a adopté une loi d'amnistie que vous venez de promulguer jeudi matin. Donc, beaucoup s'attendent à des libérations de plusieurs dizaines de personnes qui avaient été arrêtées pendant ces troubles qu'on vient d'évoquer. Mais certains défenseurs des droits de l'homme et d'autres pensent que c'est aussi un moyen de protéger les forces de l'ordre contre d'éventuelles poursuites et d'éventuelles bavures, comme vous avez pu l'évoquer. J'ai promulgué ce matin la loi d'amnistie qui a été souhaitée par la classe politique tout entière et qui a été votée par le Parlement à l'unanimité. Nous savons très bien que ce qui a été à la base de ces heurts et de ces violences, c'est bien la mise en œuvre d'une réforme politique souhaitée, de commun accord, mise en œuvre de commun accord. Et qu'à l'occasion de la mise en œuvre, certains, n'ayant pas pu, ont voulu forcer le recul, l'annulation, la remise en cause de cette réforme. Si la classe politique reconnaît dans son ensemble qu'elle n'a pas été à la hauteur des réformes souhaitées, est-ce que la conséquence qu'il faut tirer, c'est que ceux qui, dans la manifestation, ont pu commettre des actes délictuels, est-ce que cela ne doit pas également être considéré comme étant, je vais utiliser un mot fort, globalement, étant des victimes de l'incapacité de la classe politique à conduire les réformes qu'elle a souhaitées. Donc je pense aujourd'hui que la classe politique dans son ensemble est plus responsable de ce qui s'est passé que ceux qui ont été manipulés. Alors si nous révisons les textes, aussi bien la charte que le code électoral, pour permettre à la classe politique d'avoir une démarche plus graduelle dans la réforme politique, il est évident que les jeunes, les garçons qui ont été manipulés et qui ont été pris la main dans le sac en flagrance délit ou par les enquêtes de délit, il faut prendre des mesures pour les élargir. C'est une conséquence logique de notre aveu d'incapacité à faire les réformes que nous avons souhaitées nous-mêmes. Il y a 2 ans et demi, vous avez tenté de faire passer un projet de mandat unique pour le président béninois. L'opposition a fait échouer votre tentative. Cette réforme politique aujourd'hui que vous faites passer au prix donc, de cette absence de l'opposition aux législatives d'avril dernier, est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de prendre votre revanche? Oh non.
Je dois vous avouer que même si je continue de croire, de penser, je n'ai pas la science infuse, de croire que le mandat unique est un bon modèle au profit de l'efficacité de l'action gouvernementale, je n'ai pas la prétention de dire qu'à tous les coups, ce modèle doit s'imposer à mes compatriotes. Le Parlement d'alors n'a pas voté, n'a même pas examiné cela, et j'ai dit déjà à plusieurs reprises que je faisais mon deuil de cette affaire-là. Les réformes qui ont été, la réforme constitutionnelle qui a été faite, que j'ai promulguée ce matin, procède de la volonté et du consensus politique. À l'occasion du dialogue politique, les acteurs, dans leur quasi-unanimité, ont souhaité des aménagements, d'une certaine modernisation de notre arsenal organisant la vie politique. Et c'est la traduction des recommandations qui a généré ce besoin de réformer la Constitution. Je donne un exemple. Si on décide de de regrouper les élections désormais, et que les élections présidentielles, législatives et communales aient lieu dans une même année électorale, et que cela soit ainsi pour les temps à venir, ça veut dire que les mandats du président de la République et des députés sont désormais de même durée. On ne peut le faire que si on touche à la Constitution, parce que la Constitution a fixé les mandats des uns et des autres. Le mandat des députés est de 4 ans. Comment pouvons-nous, à l'avenir, apporter le mandat à 5 ans pour organiser des élections dans une même année électorale, de manière régulière, indéfiniment, si on ne touche pas à la Constitution? Tout ce qui a été amendé au niveau de la Constitution relève de la volonté des acteurs politiques de manière unanime. Oui, alors justement, avant de venir sur le fond de la révision constitutionnelle, vous avez parlé de ce dialogue national. Oui. Mais le dialogue national n'en était pas vraiment un, parce que si les partisans des anciens présidents, Nicéphore Soglo, Thomas Boni-Yahi n'y participent pas, si ceux de Sébastien Adjavon n'y participent pas, ce n'est pas vraiment un dialogue. C'est un monologue avec des partis qui vous sont proches ou affiliés. Vous avez suivi le dialogue? Et vous n'avez pas vu le parti du président Yahi Boni et le FCBE participer activement au dialogue? Du parti, oui, du parti. Oui. Qui vous n'avez pas vu au dialogue? Dites-moi, donnez-moi le nom d'un... Je vous ai cité des exemples de gens qui ont d'ailleurs eu un contre-dialogue. C'est la preuve qu'ils ne voulaient pas s'asseoir à votre table. Je m'intéresse à tout ce qui se passe dans mon pays. Et je me suis également intéressé à ce que vous appelez contre-dialogue. Et moi, je n'ai vu personne. C'est vrai, j'ai vu le président Nicéphore, l'ancien président Soglo. Et puis, j'ai vu presque personne d'autre. J'ai vu, c'est vrai aussi, mon ancien ministre de la Défense, Azanaï. Mais je n'ai pas non plus la prétention que tout ce que nous allons faire au Bénin fera l'unanimité totale et que les 11 millions de Béninois, tous ensemble, seront capables de s'asseoir à la même table. Pour moi, les partis qui étaient représentés à ce dialogue, dont les FCBE qui constituent ce que vous appelez le parti du président Yahi Boni, qui à la date d'aujourd'hui reste le même parti, je ne l'ai pas appris qu'il y a une scission, ils ont été suffisamment représentés, même par le secrétaire exécutif national, ils ont participé. Les recommandations qui ont été formulées ont été exprimées dans un cadre de consensus. Et leur mise en œuvre s'est traduite par ce que vous avez vu. Et je n'ai pas vu un seul élément de la révision constitutionnelle qui ne relève pas de l'intérêt général et qui ne soit pas conforme à la volonté depuis longtemps exprimée de moderniser notre arsenal juridique en la matière. Alors, dans cette loi de révision constitutionnelle que vous avez promulguée donc, ce jeudi matin, la règle des 2 mandats présidentiels maximum est maintenue. En revanche, donc, vous renoncez à cette promesse de candidat que vous aviez fait en 2016, vous renoncez au projet du mandat unique. Et on se souvient, quand vous étiez candidat, vous disiez, pour moi, le mandat unique, c'est fondamental parce que vouloir renouveler son mandat, ça pervertit le pouvoir, ça conduit à prendre des mesures populistes. Est-ce que vous avez changé d'avis? Non, je continue de croire cela, je viens de le dire.
Mais alors pourquoi vous n'avez pas fait passer ce mandat unique, puisque vous avez maintenant une majorité très confortable à l'Assemblée nationale? Pourquoi devrais-je, à cette occasion, introduire et faire passer ce qui, pour moi, relève, et face à l'opinion, relève d'une volonté personnelle? Ce que vous venez de dire, si ça avait été voté dans la révision constitutionnelle, ça vous donnerait raison. Ce qui prouve que je me suis servi du consensus de la classe politique parce que j'ai un Parlement qui, dans son ensemble, est favorable à mon action. Je me serais servi de cet environnement pour faire passer les réformes qui me paraissent chères. Je suis un homme honnête. Et dans l'action politique, j'essaie de rester le plus possible dans la conformité de ce caractère que j'ai. Et bien que j'aurais été ravi de voir que mon pays un jour adopte ce modèle, mais il ne serait pas bien. Et je peux brouiller le message si ce qui me paraît cher et que les Béninois n'ont pas adopté, je profite de cette occasion pour le faire passer. Et ça vous aurait donné raison. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été apporté comme amendement relève exclusivement des recommandations des acteurs politiques. Alors, oui. Monsieur le Président, vous aviez dit, après l'échec de ce projet de mandat unique, que pour la prochaine élection, prévue en 2021, vous aviseriez. Oui. J'imagine que vous avez dû y réfléchir. Cette réforme constitutionnelle est passée, donc la question évidente pour tout le monde, est-ce que vous allez donc vous représenter en 2021? J'ai dit que le mandat unique était, selon moi, le modèle le plus efficace permettant une gouvernance courageuse. Parce que les pays comme les nôtres, pays en voie de développement, ont besoin de réformes courageuses. Et qu'un gouvernant qui a les yeux rivés sur sa réélection manque de volonté, de courage pour faire des réformes impopulaires. Mais moi, je l'ai exprimé, j'ai exprimé ce modèle, cette crainte. Mais vous avez dû constater que les actions utiles, les réformes utiles, même impopulaires, que je ne porte pas de gants pour les conduire. Donc, ce que je voulais préconiser dans cette réforme, je n'ai pas attendu cette réforme pour agir ainsi. Je fais les réformes qui sont nécessaires et je ne suis pas constamment dans la recherche de l'approbation au quotidien, l'adulation au quotidien. Pas du tout. Ce qui veut dire que la notion de mandat unique que je voulais introduire dans notre arsenal pour conditionner positivement et de manière durable le comportement des acteurs, des gouvernants, cela, j'en ai déjà moi-même fait la mise en œuvre sans attendre cette réforme-là. Donc, être réélu éventuellement ou non, être candidat éventuellement ou non, ne conditionne pas mon action au quotidien. Mais peu importe alors que Patrice Talon soit candidat en 2021. Peu importe, c'est faux. Beaucoup importe, Monsieur le Président. Est-ce que pourquoi vous dites que c'est faux? Parce que tout le monde veut ça. Vous pourriez nous dire, en effet, le mandat unique, je me l'applique à moi-même, donc je ne me représente pas. Oui. Ou vous pourrez dire, écoutez, je n'ai pas fini mon action, j'ai besoin de temps pour avoir les résultats que j'escompte, et donc je me représente. Est-ce que vous pouvez nous clarifier? Peu importe en ce qui me concerne, parce que je prône un modèle qui, pour moi, doit éviter aux gouvernants d'agir par populisme. C'est ce que j'ai dit. Et je vous le fais comprendre, et vous avez dû l'observer, que mon action au quotidien n'est pas fonction d'un deuxième mandat ou non. Et je dis, à ce qui me concerne, peu importe la manière dont j'agis, la manière dont j'engage l'action gouvernementale n'est pas liée à ma volonté ou non d'être à nouveau candidat ou d'être réélu. Et vous dites que c'est faux. Non, je dis qu'on aimerait bien savoir si vous allez, oui ou non, vous représenter. Vous pourriez nous dire, non, je pense que j'aurais fait suffisamment. Je vous ai donné les raisons de ce modèle. Et dit qu'en ce qui me concerne, cela importe peu puisque je n'ai pas attendu cette réforme pour agir positivement
sans tenir compte de ce besoin que beaucoup de gouvernants ont d'être applaudis au quotidien pour éventuellement être réélus. Maintenant, je vais être plus concret dans ce qui est... Ma candidature éventuelle en 2021, comme je l'ai dit, dépend que de moi désormais, puisque le modèle n'a pas été retenu. Et cette candidature éventuelle dépend de 3 choses. Ça dépend de ma disponibilité personnelle, de mon état d'esprit. Ça dépend de l'environnement politique dans lequel nous sommes, puisque les réformes qui sont en cours tendent à renforcer le rôle des partis politiques. Et nous souhaitons tous que les partis politiques soient décideurs en la matière, orientent le choix du peuple, se prononcent préalablement et amènent les gouvernants de demain à ne pas être des gouvernants électrons libres, qu'ils répondent d'un groupe politique et que le groupe politique soit capable de contrôler leur action et d'exercer la pression positive qu'il faut pour qu'ils travaillent pour pérenniser l'intérêt des groupes politiques, l'intérêt politique. On a vu des pays qui ont donné la preuve de cette pression positive des grands partis politiques. Nous rêvons de cela et je pense que nous sommes sur la voie. Le troisième facteur duquel dépend donc une ouverture de Patrice Talon, c'est la mise en œuvre de mon action actuelle. Et je suis relativement satisfait de la définition de l'action gouvernementale, même si dans la mise en œuvre, il nous a fallu plus de temps que prévu. Ces 3 facteurs, demain, détermineront mon choix. Mais je vous dis, j'aviserai en tenant compte de ces 3 facteurs demain si je dois être candidat ou non. Alors, le deuxième facteur, c'est l'environnement politique. On remarque que pour 2021, vos 2 principaux adversaires de 2016 sont hors jeu, puisque Lionel Zinsou est inéligible pour 5 ans, et puisque Sébastien Javon a été condamné à 20 ans de prison et est en exil en France. Du coup, l'un de vos prédécesseurs, Nicéphore Soglo, vous a qualifié de petit dictateur. Qu'est-ce que vous répondez à tous les Béninois qui disent Patrice Talon, en fait, il va être candidat et il va verrouiller la présidentielle de 2021 ? Ceux qui disent que je vais être candidat, si c'est leur souhait, j'aviserai, je vous dirai si je serai candidat. Mais vous avez dit mes 2 principaux adversaires. Qu'est-ce que je n'ai pas compris le sens de la question? Lionel Zinsou, Sébastien Javon, qui ont donc été candidats aux présentes élections, pourraient ne pas être candidats aux élections à venir. D'abord, je ne suis pas dans cette dynamique, puisque je ne suis pas candidat. Je ne vous ai pas dit que je suis déjà candidat en 2021. Pourquoi voulez-vous que, parce que quelqu'un a un manteau politique, que la personne soit exempte de toute faute, soit un saint et qu'il ne puisse jamais répondre de ses fautes? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a été candidat une fois et que la personne est vue comme un acteur politique et même un opposant politique qu'il ne doit jamais répondre de ses actes? Vous avez cité donc Sébastien Javon, je n'aime pas parler de ce genre de choses, mais je vais vous répondre là-dessus. Est-ce que parce que Sébastien Javon a été candidat et qu'il pourrait être candidat à nouveau, qu'il ne doit jamais répondre de ce qu'il a pu faire ou ce qu'il aura pu faire? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez que la compromission aille jusqu'à ce niveau-là? Vous avez parlé de Lionel Zinsou. Vous avez vu circuler dans la presse de manière authentique les preuves d'une utilisation d'un prêt pour le financement de son élection. Cela a été dit et écrit noir sur blanc de sa main. Vous voulez que quelqu'un qui déclare, ou publiquement, qui dit publiquement, je prends combien 30 millions d'euros, c'est pas combien, ou 40 millions d'euros, je ne me rappelle plus, pour financer mes élections, qui le dit publiquement, alors que la loi interdit, limite les dépenses pour l'élection présidentielle, quelqu'un qui le dit publiquement, qui n'en répond pas.
parce qu'il est un acteur politique, lui, il est au-dessus de tout le monde. Si vous voulez que l'action politique soit exemplaire et qu'elle entraîne les citoyens à être également exemplaires chacun dans son domaine, il faut bien que ceux qui dérapent répondent de leur dérapage. Sinon, pourquoi voulez-vous que le policier, le douanier, le fonctionnaire ordinaire répondent de ce que lui, il fait? Il y a aussi évidemment le cas de l'ex-président Thomas Boniaï. Il y a eu des semaines de tension, ici même à Cotonou. Vous avez fini par le laisser partir à l'étranger. Oui. Alors des questions très concrètes. Est-ce que vous vous êtes parlé directement et va-t-il rentrer au Bénin? C'est tout mon souhait que le président Boniaï rentre au Bénin. C'est l'ancien président du Bénin. Le président Boniaï est désormais une personnalité particulière dans l'espace de vie au Bénin. Et nous avons au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, et c'est également ma conviction, il est important que l'alternance politique soit une réalité en Afrique, que les présidents en exercice puissent facilement passer la main. Et c'est pour cela que quelqu'un qui a été président de la République et qui peut-être même confondu des choses répréhensibles doit faire l'objet d'un traitement particulier. C'est difficile à dire parce que je viens de vous dire tantôt que chacun doit répondre de ses faits et gestes, mais les nations africaines, les pays africains continuent de se construire. Je ne peux pas vous dire que la nation béninoise, nous avons fini de la construire, elle est une et complète, non. J'ai également dans mon rôle actuel la responsabilité de porter ma pierre à la construction de la nation béninoise. Et pour peu qu'un ancien président fasse l'objet de tracasseries fondées ou pas, une bonne partie de la nation, du peuple, peut mal le percevoir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup regretté l'implication du président Boni Bouyaï dans ce qui s'est passé, parce qu'il a été impliqué dans ce qui s'est passé. Je lui ai fait comprendre, je lui ai dit ouvertement, parce que moi j'ai un langage assez direct, je lui ai fait comprendre. Mais c'est désormais du passé. Mais malgré cela, mon souhait était qu'il rentre, et qu'il montre au peuple béninois que même s'il a désapprouvé la manière dont les élections se sont passées par la mise en œuvre des nouvelles lois, et que cela a pu amener de la violence, de la controverse et consorts, nous sommes capables de tirer un trait sur cet événement difficile pour nous, et que chacun, dans la sagesse, continue de contribuer à un environnement de paix et de développement. Le président Boniaï a été 10 ans président de la République du Bénin, donc responsable de notre devenue, de notre destin commun, même s'il n'est plus dans la charge. La noblesse de la fonction doit continuer d'être pour lui un impératif. C'est pour ça que ce serait bien que le président Boniaï rentre, d'autant qu'aujourd'hui, plus personne ne doit craindre les suites de son action à cause de l'amnistie. Donc il n'a plus rien à craindre, même si il avait des inquiétudes quant à l'interpellation d'un juge sur ce qui a pu se passer. C'est fini. Le 20 août dernier, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec tous ses voisins, et notamment avec vous, oui. Le Bénin. Alors, on connaît les raisons économiques, notamment la lutte contre la contrebande, mais on sait aussi l'investissement de l'ancien président Obasanjo en faveur du président Boniaï. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause du traitement qui a été initialement infligé au président Boniaï que le Nigeria a pris cette mesure ? Mon Dieu, ce que vous dites est très réducteur pour le grand Nigeria et pour le président Buhari, c'est très réducteur. Vous voyez les autorités nigérianes prennent une mesure aussi difficile qui porte préjudice quand même au départ, une mesure qui a des conséquences fortes sur l'économie des deux pays. Vous le voyez prendre une telle mesure juste parce que Yaï Boni aurait été, je ne sais pas,
interpellé ou bien Yahya Boni aurait agi de manière bien que la justice aurait souhaité écouter Yahya Boni. Que juste pour ça. C'est pas l'une des raisons, je veux dire. Non, ce serait insultant pour le Nigeria et pour les autorités nigérianes de penser que c'est vrai que ce qui se passe au Bénin, au Niger, au Burkina, au Nigeria, interpelle globalement l'ensemble des responsables politiques des pays. Parce que nous œuvrons tous ensemble pour la concorde, pour la paix dans nos pays. Mais ce n'est pas pour autant qu'un pays voisin serait favorable à la pagaille dans son... les réformes qu'il y a eues ont été saluées par la communauté internationale, ont été saluées même par la CEDEAO, ont été saluées par les autorités nigérianes. Les autorités nigérianes ont désapprouvé les violences qu'il y a eues. Et le président Buhari a été très clair là-dessus. Monsieur le Président, quand je l'ai vu à l'époque, vous ne devez pas laisser faire cette situation de désordre et de violence. Il me l'a dit. Donc, je trouve ça assez curieux qu'on dise que parce que le président Boni a reçu une convocation d'un juge, et que cela a pu être une raison de fermeture des frontières du Bénin. Non. La situation du Bénin, des frontières terrestres entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, est une situation difficile. Elle est préoccupante aussi bien pour nous, pour notre population, pour nos acteurs économiques, que même pour les autorités nigérianes. J'ai vu le président Buhari déjà plusieurs fois sur la question. Il est très embarrassé et il m'a dit qu'il attend les conclusions d'une étude qui est en cours pour régler un problème qui est devenu récurrent depuis plus de 2 décennies. Les administrations douanières béninoises et nigériennes et d'autres des pays qui entourent le Nigeria ne font pas le travail comme il faut, de sorte qu'il y a beaucoup de fraude au niveau des frontières terrestres. Et depuis 20 ans que les gouvernants des 2 pays, en tout cas pour ce qui concerne le Bénin, tiennent des réunions avec leurs homologues du Nigeria, cette question a toujours été évoquée. Donc nous sommes ensemble en train de chercher des solutions techniques. Or que le mauvais comportement des administrations de part et d'autre ne compromette pas la noblesse de la vie communautaire, les échanges, les circulations entre nos 2 pays. Ces mesures techniques, pour l'instant, ça ne suffit pas, puisque malgré vos rencontres nombreuses avec le président Buhari, pour l'instant, il n'y a pas de solution. La fermeture a été prorogée jusqu'au 31 janvier. Quelles mesures concrètes peuvent être prises pour mettre fin à la contrebande qui pénalise, c'est vrai, l'agriculture et l'industrie nigériane? Quelles mesures pouvez-vous prendre? Qui pénalise aussi l'économie béninoise. C'est vrai. Vous savez par exemple que tous les produits pétroliers qui sont consommés au Bénin, à près de 90%, proviennent de la contrebande venant du Nigeria. Vous savez aussi que le Bénin importe beaucoup de biens de consommation manufacturés du Nigeria et échange avec le Nigeria sur les produits de cru, les produits agricoles. Et donc, nous avons une économie interdépendante, hein, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et là, il y a un gros risque du coup. Non, il ne faut pas dramatiser non plus. Ce n'est pas parce que les frontières terrestres sont fermées qu'il n'y a pas catastrophe. J'invite chaque fois les uns les autres à prendre avec la mesure qu'il faut les conséquences d'une telle situation. Et départ, ce n'est pas la catastrophe. Et je peux vous l'affirmer. Mais elle est préoccupante. Elle a des conséquences variées, diverses sur les économies des uns et des autres, mais peut-être davantage sur notre économie à nous parce que nous sommes de plus petite taille. C'est très bien, le Bénin n'a pas la taille du Nigeria. Notre économie n'est pas aussi robuste que celle du Nigeria. Donc les conséquences sur nous sont plus visibles, sont peut-être plus importantes que sur l'économie nigériane. Mais les administrations sont en train de travailler pour enfin trouver les mesures techniques qu'il faut pour que cette solution radicale ne soit pas... D'abord, elle ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que nous sommes 2 pays frères et quels que soient les problèmes techniques que nous reconnaissons tous, nous sommes tenus de trouver une solution pour ne pas mettre un mur entre les 2 peuples. Et ce n'est pas la volonté du président nigérian, pas du tout. Et ce n'est pas non plus ma volonté, et nous travaillons à cela. Donc vous espérez une solution bientôt? Il y aura une solution très bientôt.
qui va satisfaire les exigences de libre-échange entre les deux pays. Alors, je vais en venir rapidement pour conclure à une question plus économique. Vous êtes depuis longtemps un défenseur du franc CFA. Le gouvernement se dit prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Quel gouvernement? Le gouvernement français. Ah, il faut le dire. Le gouvernement français, pardon, Oui. si je ne l'ai pas dit, c'est mon erreur. Oui. Par la voix de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Oui. Alors, une question concrète, est-ce que vous seriez favorable à un transfert des réserves monétaires de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest dans un autre pays que la France? C'est une des mesures qui est réclamée. Les pays de l'UMOA et la France, puisque la France est notre partenaire en matière monétaire, puisque, comme vous le savez, elle assure la convertibilité illimitée du franc CFA dans le monde, et notamment à travers l'euro, l'Union européenne. Cette réforme qui veut qu'il n'y ait plus de compte d'opération et que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de l'UMOA ne garde plus une partie de ses réserves de change auprès du Trésor français. Cette réforme est souhaitée de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle qui, en fait, techniquement, n'était pas un problème. Vous savez, une monnaie a deux faces, a deux valeurs. Il y a la valeur technique et la valeur psychologique. Cet état de choses est devenu un problème pour le CFA, mais un problème psychologique, pas un problème technique. Les réserves de change, qui sont pour une partie logées auprès du Trésor français, pour assurer la garantie de convertibilité, ces réserves de change, cet argent en devise, n'est pas de l'argent qui doit être utilisé par les pays de l'UMOA comme de l'argent leur appartenant. Cet argent n'appartient pas aux pays, à chacun des pays, ni au pays globalement, ça appartient à la Banque centrale. Je vais vous expliquer. Les réserves de change qui sont disponibles, leurs soldes, ont déjà leur contrepartie dans l'économie locale, dans les pays concernés. Ce n'est pas de l'argent qui a une contrepartie qui est encore dans les pays concernés. Donc, ce n'est pas, comme peuvent croire certains, ce n'est pas de l'argent qu'on peut transférer dans les pays. Ces réserves de change permettent à la Banque centrale commune de gérer cette transaction d'importation et d'importation pour solder les comptes de devises avec les diverses banques centrales. Donc si c'était une partie, ce n'est pas toute la réserve de change de la Banque centrale qui était domiciliée en France, auprès du Trésor français. Si demain, nous mettons en œuvre, et ça va se faire très, très rapidement, nous mettons en œuvre cette mesure, les réserves de change seront gérées dans les diverses banques centrales, américaines, chinoises, japonaises, canadiennes et autres, et européennes. Donc, la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UMOA va gérer la totalité de ces réserves de devises, va les répartir auprès de des diverses banques centrales partenaires dans le monde. Cela n'apporte pas quelque chose de fondamental à la Banque centrale des pays d'Afrique de l'Ouest, plus que la situation actuelle. Il faut oser l'avouer. Vous savez que actuellement, la France rémunère le compte de la BCEAO à 0,7 points. Nos réserves de devises auprès des autres banques centrales n'est pas rémunérées. Au contraire, nous payons quelque chose pour la gestion. Donc, techniquement, ces soldes, cette partie qui est auprès du Trésor français, qui est rémunérée, contrairement à nos réserves qui sont dans les autres banques centrales, le fait de supprimer cela, que la Banque centrale répartisse ses réserves un peu partout, n'apporte rien, techniquement, de plus que la situation actuelle. Il faut oser le dire. Mais, psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue.
parce que c'est également quand même la vision du monde par rapport à une monnaie à un pays est un élément important de la valeur de la monnaie. Ce changement de domicile des réserves de change de la Banque centrale, c'est pour quand? C'est pour avant le sommet Afrique-France du mois de mai prochain? Non, je n'ai pas à vous donner la date, mais je peux vous dire que c'est déjà acté, c'est déjà la volonté de tout le monde, ça va se faire. Et d'ailleurs, la France va aussi se retirer des structures de gouvernance de la monnaie. Quoique, moi je vais vous dire une chose, la présence des Français, de Canadiens, d'Américains dans nos structures de gouvernance en tant qu'observateurs pour s'assurer que les pays de l'UEMOA ont une gestion de leur monnaie, une gestion efficace, transparente et digne de confiance, est quelque chose moi, qui ne me gêne pas. En Angleterre, c'est bien un Canadien qui gère la Banque centrale. Donc, aujourd'hui, dans la globalisation, nous pouvons avoir des regards extérieurs sur ce que nous faisons. Et au contraire, c'est un gage de transparence et de sérieux. Mais la France ne sera plus dans les organes de gouvernance du CFA. C'est tant mieux. Mais ici, moi, j'ai une proposition à faire, c'est que ce soit américains, français, comme ça, ils peuvent avoir un regard sur ce que nous faisons. Et d'ailleurs, cela crédibilise davantage encore le CFA. Vous savez, la monnaie, c'est quelque chose qui a besoin d'avoir la crédibilité, l'assurance de tout le monde quant à sa gestion. Une dernière question très courte. Normalement, c'est l'année prochaine que le CFA doit être remplacé par l'ECO dans les 15 pays de la CEDEAO, mais vous qui êtes un homme pragmatique, vous croyez vraiment que ce sera l'année prochaine? Est-ce vraiment réaliste? C'est un agenda politico-économique, mais les réalités de l'économie parfois sont en déphasage avec la volonté politique. Ce n'est pas évident que techniquement nous soyons prêts à rentrer dans une monnaie comme l'année prochaine. Moi j'ai le défaut de dire les choses de manière trop directe. Les critères de convergence, l'harmonisation de tout ce que techniquement concourt à l'entrée à la fois de tous ces pays dans la même monnaie pose encore quelques problèmes de calendrier. Même si nous n'y parvenons pas véritablement l'année prochaine, la volonté demeure et nous souhaitons qu'un jour les pays de la CEDEAO puissent se retrouver tous au sein d'une même monnaie. Ça viendra, même si techniquement nous n'y parvenons pas encore l'année prochaine. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus à Cotonou. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur les antennes de RFI et de France 24. Merci à vous. Merci M. Perelman, M. Barbouvier. Mais c'était avec grand plaisir que j'ai échangé avec vous sur ces différents sujets difficiles. Le temps très court ne permet pas toujours d'aborder les choses avec en profondeur. Bon, mais c'est déjà bien. Merci. Merci beaucoup.